Jamestown fut la première colonie anglaise du Nouveau Monde. Mais ce n'était pas le paradis dont rêvaient les colons. Des rumeurs circulaient à Londres sur les horreurs qui survenaient à Jamestown. La situation s'est dégradée très rapidement. Ça a dû être épouvantable. En juin 1609, une jeune fille quitte son Angleterre natale, le cœur plein d'espoir. En avril 2012, des archéologues ouvrent une porte sur le passé. Vont-ils enfin percer le terrible secret de Jamestown? La lame a frappé ici. Il y a des incisions ici, puis sur l'arrière du crâne. Ça a dû être atroce. On n'en revenait pas. Ça doit être lié à la cause de la mort. S'agit-il d'un meurtre? 4 siècles plus tard, on découvre que les débuts de la colonisation de l'Amérique furent moins glorieux qu'on ne le pensait. Les colons ont subi des épreuves terribles. À l'été 1609, une flotte anglaise quitte Plymouth pour Jamestown, la première colonie britannique du Nouveau Monde, dans le sud-est de la Virginie. Elle doit ravitailler les colons en vivres et en matériel pour tout l'hiver. Elle transporte également de nouveaux émigrants, parmi lesquels se trouve une toute jeune fille. La jeune fille voyage avec la plus grande flotte anglaise ayant appareillé pour la Virginie. 9 bateaux transportent plus de 500 colons. La colonie de Jamestown existe depuis 2 ans, mais elle ne s'est pas bien développée. Les premières années sont même catastrophiques. Il faut dire que la colonie s'est établie en territoire indien, sur une presqu'île impaludée. Il n'y a pas d'eau potable, le gibier est rare et le sol impropre à la culture. Le site a été choisi parce qu'il dispose d'un accès à la mer et qu'il est facile à défendre. Mais le prix à payer pour cette situation stratégique est élevé. Sur les 104 premiers colons de Jamestown, des hommes exclusivement, il n'en reste plus que 38 au bout de 6 mois. Tous les autres ont succombé aux maladies et à la faim. En janvier 1608, un incendie détruit la colonie. Tout est à recommencer. C'était vraiment un endroit inhospitalier. Les premiers colons se sont lancés dans une aventure difficile et dangereuse. La plupart des colonies n'ont pas duré. Elles ont disparu dans leur première année pour des raisons tenant aux conditions climatiques, au manque de vivres ou aux attaques des Indiens. En 1609, Jamestown n'est pas encore en mesure de pourvoir elle-même à ses besoins. Le commerce avec les Indiens est malaisé et provoque de nombreux conflits. La colonie dépend donc de l'Angleterre pour son ravitaillement. Les 9 navires qui quittent les côtes anglaises doivent assurer son salut. La jeune fille faisait partie du groupe censé apporter du sang neuf à la colonie. L'Angleterre ambitionnait de bâtir un nouveau monde anglais, une Amérique anglaise capable de rivaliser avec le grand empire espagnol d'Amérique du Sud. Cette flotte portait l'espoir de toute une nation, et la jeune fille participait à cette aventure. C'était une très jeune femme qui quittait sans doute sa famille. Elle quitte aussi une Angleterre dont les arts et l'économie sont florissants. L'année de son départ paraissent les sonnets d'un certain Shakespeare, dont les pièces de théâtre divertissent les nobles comme les roturiers. Mais à la même époque, des milliers d'Anglais sont dans la misère et meurent de la peste ou de la variole. La Compagnie londonienne de Virginie, la Virginia Company of London, promet à tous une vie meilleure dans le Nouveau Monde. Elle offre des terres en échange de 7 années de travail à son service. Ceux qui s'engagent cherchent la fortune ou l'aventure. D'autres n'ont guère le choix. Ce sont des parias qu'on expédie de force en Amérique.
On cherche des gens dans les prisons notamment. La jeune fille est sans doute la bonne d'une famille aisée. On les entasse à bord des navires en compagnie des animaux. Les femmes et les enfants voyagent sous le pont. C'est sûrement le plus grand voyage jamais entrepris par cette petite bonne. Mais la traversée est abominable. À bord, elle a affaire à des marins au passé louche. C'est une situation désagréable et même dangereuse. Ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle sent doit lui faire très peur. Elle rencontre exactement le genre d'homme contre lequel on a dû la mettre en garde toute sa vie. Sur l'un des bateaux, 2 femmes ont accouché, mais leurs enfants sont morts. Sur un autre des navires qui arrivera à bon port, la peste se déclare. On sait qu'il y a de nombreux morts. Une 30aine de personnes au moins sont jetées par-dessus bord. C'est vraiment un voyage épouvantable. Mais le pire est à venir. Les navires sont pris dans une tempête infernale qui fait rage durant 3 jours. Le Sea Venture, le vaisseau amiral, est séparé du reste de la flotte. Des tempêtes d'une grande violence éparpillent la flotte. Les bateaux sont endommagés, brisés, des mâts sont arrachés. L'un d'eux fait demi-tour et disparaît. Le voyage a été épouvantable. 6 bateaux, dont celui de la jeune fille, accostent à Jamestown. Mais ils sont en piteux état. De nombreux colons sont malades, des marins sont blessés et une bonne partie des vivres est gâtée. Les vaisseaux remontent la rivière James et atteignent enfin leur but. Jamestown. Quel doit être leur soulagement? Ils se croient sauvés. Ils ignorent encore dans quelle situation se trouve la colonie. William Kelso dirige les fouilles archéologiques de Jamestown depuis de nombreuses années. Nous sommes sur le site original de Jamestown. La colonie a été établie en 1607. C'est la première colonie anglaise permanente du Nouveau Monde. Nous fouillons le site depuis plus de 20 ans. Nous avons découvert le tracé d'un fort de forme triangulaire entouré d'une palissade de 150 mètres de long environ. Nous avons également mis au jour plusieurs bâtiments construits à l'intérieur du fort à diverses époques. L'équipe de William Kelso a fait des découvertes remarquables. Les fouilles ont permis de reconstituer l'histoire de la colonie. Parmi ces découvertes figure la tombe de Bartholomew Gosnold, l'un des fondateurs de la Compagnie de Virginie. Apprécié des autres colons, il a joué un rôle de premier plan, notamment dans la construction du fort. Autre découverte importante, la tombe d'un garçon de 14 ans environ. Une pointe de flèche est encore plantée dans le fémur. Ce garçon a été tué lors d'une attaque indienne, 2 semaines après être arrivé avec les tout premiers colons en mai 1607. Mais il souffrait également d'un grave abcès dentaire et était condamné. Nous sommes à l'intérieur des 3 murs d'enceinte du fort James de 1607. On le sait grâce aux fouilles archéologiques menées depuis 1994. À l'intérieur du fort, on trouve plusieurs constructions. Cette cave est l'une des plus remarquables. Elle dissimule un terrible secret que les archéologues ne décèlent pas tout de suite. C'est le site numéro 191. On voit les vestiges d'un bâtiment. Sur un côté, une volée de marche mène à une cave en forme de L où se trouvent de grands fours. On a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une cuisine construite en 1608.
On est d'abord tombé sur cette zone de terre circulaire qui portait des marques de feu. Ensuite, on a enlevé les couches de détritus qui remplissaient la cave et on a découvert une maçonnerie en briques. C'était la façade du four. C'est la plus ancienne maçonnerie en briques de l'Amérique anglaise. Jamie May travaille avec William Kelso depuis 18 ans. Elle a consacré toute sa carrière à Jamestown. Voilà des mois qu'elle fouille la cave avec ses collaborateurs. On était en train d'examiner une couche de détritus. On trouvait les objets qu'on pouvait s'attendre à trouver là, notamment de la céramique et d'autres produits artisanaux. Des carreaux de céramique peints à la main. Les colons soignaient visiblement leur intérieur, même dans les marécages de Virginie. D'après l'âge des objets mis au jour, la cave était utilisée au début du XVIIe siècle. On a passé au tamis la moindre motte de terre qu'on a extraite de cette cuisine souterraine. Ça nous a permis de recueillir des objets minuscules. À ce jour, les archéologues ont collecté plus de 47 000 objets provenant de cette cave. On a trouvé de minuscules billes de verre vénitien et beaucoup d'os d'animaux dans le tamis. Regarde ce bleu. Je ne savais pas qu'il mettait du bleu. Il est très beau. C'est magnifique. Le site 191 fournit une mine d'informations sur l'histoire des migrants européens. L'édifice qui surmontait la cave était sûrement important, car il jouissait d'un emplacement privilégié près de la première fontaine de Jamestown. C'est plein de boue. C'est fragile. C'est bon, je l'ai. On a trouvé une étrange collection d'ossements de chats, de chiens et de chevaux. Parmi les détritus, les archéologues découvrent des squelettes complets d'animaux domestiques et se posent des questions. C'était inhabituel. D'ordinaire, on ne trouve pas d'animaux dans les poubelles. Que s'était-il passé? Mais les archéologues ne sont pas au bout de leur surprise. À Jamestown, la flotte qui accoste en août 1609 apparaît comme la Providence. 6 navires en piteux état atteignent Jamestown. La jeune fille était à bord de l'un d'eux. Cette petite bonne anonyme a survécu à la traversée. Quel destin l'attend dans le Nouveau Monde? Mais ce n'est pas la grande flotte que Jamestown attendait. Une bonne partie des vivres était avariée. Il n'y avait pas assez de nourriture pour nourrir non seulement les nouveaux colons qui débarquaient, et qui étaient peut-être 300, et la population de Jamestown. Ils étaient arrivés jusqu'à Jamestown dans l'espoir d'y trouver le salut. Mais ils sont arrivés au pire moment. Que peut ressentir cette jeune fille en débarquant dans le Nouveau Monde? Jusqu'alors, il n'y avait que 2 femmes dans la colonie. Dans les premières années de Jamestown, on mentionne peu les femmes, à moins qu'elles fassent quelque chose de mal. Anne Burroughs, une des 2 premières femmes de la colonie, était une bonne. Elle a eu des ennuis parce qu'elle n'a pas cousu les chemises des domestiques comme il fallait. Elle a été fouettée publiquement. Elle était enceinte et elle a fait une fausse couche. Quelles épreuves la jeune fille devra-t-elle surmonter? Quelles aventures l'attendent? Elle est arrivée avec de grands espoirs. Elle rêvait d'une nouvelle vie dans un nouveau monde.
De l'espoir, les nouveaux venus n'en manquent pas, mais ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Ils ignorent tout des difficultés que traverse Jamestown. La compagnie de Virginie s'est bien gardée de leur en faire part. Les colons de Jamestown attendaient le ravitaillement. Ils ont dû être désespérés de voir ces 6 bateaux accostés et n'apporter rien d'autre que des bouches supplémentaires à nourrir, alors qu'il manquait déjà de vivres. La jeune fille était l'une de ces nouvelles bouches à nourrir. C'était un été torride et d'une grande sécheresse. Contrairement aux pères pèlerins, les colons de Jamestown n'ont jamais réussi à faire pousser de quoi se nourrir. Qu'est-ce qui attend les nouveaux venus dans ce monde inconnu et plein de dangers? Un certain George Percy, président du conseil de Jamestown, décrit la situation ainsi. Jamais des Anglais ne furent abandonnés à un si triste sort que celui qui fut le nôtre dans cette Virginie qu'on venait de découvrir. « 400 ans plus tard, les archéologues cherchent à reconstituer le passé en fouillant le site numéro 191. C'était un lundi matin comme tous les autres. On a attaqué le travail sans se douter de ce qu'on allait trouver. Ça faisait 3 ou 4 mois qu'on travaillait dans cette cave en forme de L quand on a trouvé autre chose que des vestiges animaux. Une étudiante qui nettoyait le carré au pinceau est tombée sur des dents. Elle m'a appelée. Je suis allée voir et c'était visiblement des dents humaines. On a trouvé des dents, un os maxillaire et d'autres fragments d'os qui n'appartenaient pas à un animal domestique. C'étaient des os humains. La cave n'a pas servi de cuisine très longtemps. Construite en 1608, elle a été transformée en décharge sur ordre du gouverneur, probablement en 1610. Mais que font des ossements humains à la décharge? Ils devraient être dans une tombe. Jamie est venu me chercher. Viens voir à la cave. Je crois qu'on a trouvé des restes humains. On était dans ce carré, ici précisément. On fouillait cette couche de détritus. J'ai voulu vérifier par moi-même. J'y suis allé et effectivement... Quand on a compris ce qu'on avait trouvé, on était vraiment sous le choc. On a découvert des vestiges humains. Il s'agit d'un crâne à côté d'un pot indien. On va maintenant essayer de les dégager sans les abîmer. Ce travail exige des trésors de patience. Voilà, on a dégagé le pot indien. Maintenant, on va essayer de détacher le crâne avec tout le bloc de terre autour. On le décapera au laboratoire. C'est vraiment sensationnel pour nous de découvrir ces vestiges humains ici. C'est une découverte aussi importante que celle des fortifications. Réussiront-ils à détacher tout le bloc de terre pour transférer le crâne au laboratoire et l'examiner dans un environnement contrôlé? Plusieurs questions me sont venues à l'esprit quand j'ai découvert ces vestiges. Que font ces os dans la décharge? Qui était cette personne et comment est-elle morte? L'équipe transporte immédiatement le crâne au laboratoire archéologique de Jamestown. Il faut pouvoir régler la température et le taux d'humidité, de façon à préserver les ossements. Ceux-là n'avaient pas vu l'air depuis 400 ans.
En général, on finit de décaper les vestiges au laboratoire, au scalpel et au pinceau, en faisant bien attention à ne pas les marquer. Dès le début du travail de décapage, une première conclusion s'impose. Regarde comme c'est fin. C'est une jeune fille? Oui. Il lui manque 2 dents. C'est peut-être une indication de son état de santé au moment de sa mort. On voit les racines. Les cloisons sont super fines. Elle ne devait pas être en bonne santé. La pauvre. Il s'agissait clairement d'une femme. C'était d'autant plus sensationnel qu'elles étaient peu nombreuses à Jamestown. C'est une jeune, voire une très jeune femme, que les archéologues veulent sortir de l'anonymat. Très vite, on a voulu donner un nom à cette jeune femme. C'était une manière de lui rendre sa dignité et de raconter son histoire sur un mode plus personnel. Finalement, on s'est mis d'accord sur Jane. Jane Doe. Ce nom passe-partout est utilisé dans les tribunaux américains pour désigner une victime anonyme. Jane est la jeune Anglaise qui débarque dans le Nouveau Monde en 1609. Cet été-là, les colons réussissent à cultiver 3 hectares de maïs. Ça leur fait une petite provision de vivres. Une toute petite provision quand on a 430 bouches à nourrir. En 3 jours seulement, elle est engloutie jusqu'au dernier grain et il n'y aura pas d'autre récolte avant l'année suivante. Un seul homme est capable de sauver la colonie. C'est John Smith, un personnage qui deviendra célèbre aux États-Unis. Doté d'un esprit pratique, il enseigne l'agriculture aux autres colons, s'occupe de l'entretien du fort et commerce avec les Indiens. Il a organisé des équipes de travail et il a fait creuser le premier puits. Il avait le sens commun qu'il fallait pour guider les colons à travers la tourmente. Selon une histoire très connue, Pocahontas aurait empêché son père d'exécuter John Smith. John Smith a peut-être de bons rapports avec les Indiens, mais il ne fait pas l'unanimité dans ses propres rangs. Il outrepasse sans doute ses droits. Il prend le commandement des opérations en disant « Vous allez faire ce que je dis. Voilà comment on va s'y prendre. » Certains gentilshommes l'ont accusé d'être un ambitieux, vaniteux et indigne. Mais il n'acceptait pas de recevoir d'ordre de ceux-ci, qui lui étaient supérieurs dans la hiérarchie sociale. Naturellement, cela a provoqué de nombreux conflits. Jusqu'à un accident suspect en octobre 1609. Sa poudre à canon a explosé dans sa pochette et il a été grièvement blessé. Mais je ne pense pas qu'il s'agissait d'un accident. Je crois plutôt à une tentative d'assassinat. Alors John Smith est parti se rétablir en Angleterre. Il a embarqué sur le premier bateau en partance. On ne l'a jamais autorisé à revenir en Virginie. John Smith quitte Jamestown pour toujours, 2 mois seulement après l'arrivée de Jane. Les relations avec la tribu de Pocahontas se détériorent rapidement. Les Anglais dépendaient des Powhatan pour leur subsistance. Mais les Indiens en ont eu assez. La colonie s'agrandissait et ils ne voulaient plus nourrir les Anglais. Ils voulaient se débarrasser d'eux. Et à l'automne 1609, ils ont assiégé Jamestown. Les Anglais sont pris au piège. Les Indiens tuent tous ceux qui tentent de sortir du fort. La mort attend les colons qui quittent l'enceinte.
Le fort destiné à les protéger des Espagnols et des Powhatan est devenu leur tombe. À l'intérieur, la faim et les tensions ont raison des Anglais et ils commencent à faiblir. Les maladies se propagent et à partir de novembre, ils n'ont plus de vivres. Tous, nous commençâmes à sentir la morsure acerbe de la faim, que ne peuvent décrire fidèlement que ceux qui l'ont ressentie. Les gens tombaient malades. Nous savons aujourd'hui que les puits étaient contaminés par une bactérie, Escherichia coli, qui a fait des morts dans la colonie. L'eau des puits contient également de l'arsenic et du sel, du fait de la proximité de la mer. C'est un dangereux cocktail. L'eau était de mauvaise qualité et les maladies se sont répandues dans la colonie. 300 personnes étaient confinées dans ce fort. Beaucoup étaient malades. On sait que certains colons sont arrivés avec la peste. Jane vit un cauchemar sans fin. L'hiver arrivait et les vivres manquaient cruellement. L'avenir était sombre pour la jeune fille et les autres colons. Ils n'espéraient pas être ravitaillés de sitôt par l'Angleterre. Des maladies se sont propagées à l'automne 1609. Probablement la dysenterie, la fièvre typhoïde et diverses pathologies intestinales. On le sait grâce à George Percy, le commandant de la colonie qui était confiné dans le fort avec les autres. Il a parlé du choléra, d'autres maladies et de ce qu'il a appelé la famine. Les colons en sont réduits à manger tout ce qui semble comestible. Nous avions mangé tous nos chevaux et les autres bêtes. Les chiens, les chats, les rats et les souris furent pour nous un changement bienvenu. Ils n'ont aucun espoir de se procurer des vivres. Ils n'ont rien à manger. Le monstre de la faim se déchaîne. La faim change tout. Les choses les plus répugnantes deviennent soudain appétissantes. Et ceux qui trouvent à manger craignent trop les affres de la mort pour partager. La situation s'est dégradée très rapidement. Jane voit la maladie et la mort s'abattre inéluctablement sur la colonie. Elle est en vie, mais autour d'elle, les gens tombent comme des mouches. Elle a quitté l'Angleterre pour l'enfer. Les 3/4 des colons sont morts durant la famine, la plupart avant Noël. Il n'y a plus d'espoir. Sur les 430 colons de Jamestown, 370 meurent. Les survivants sont malades, affamés et désespérés. Comment garder espoir dans cette situation, en voyant mourir les colons et en voyant tout ce qu'il fallait faire pour rester en vie? Pour l'immense majorité des colons, il n'y aura pas de salut. Au moment du siège, le Conseil se divise. La colonie perd sa raison d'être et tout ce qui rend la civilisation possible s'effondre. Le vernis de la civilisation craque. Jane est une jeune fille perdue dans la tourmente. Autour d'elle, les gens deviennent fous. À Jamestown, la fin des temps semble venue. Dans ces conditions dignes de Sa Majesté des Mouches, tout peut arriver.
Même un meurtre. Ce ne serait pas surprenant, vu ce que la colonie doit endurer. Que va-t-il advenir de Jane? Dans leur laboratoire, les archéologues de Jamestown tentent de répondre à cette question. On ne l'avait pas remarqué jusqu'à présent. Je ne sais pas si c'est naturel ou pas. On dirait des entailles. Une fois décapés, les vestiges humains portaient des marques indiquant un trauma. Un traumatisme sévère. On travaille à Jamestown depuis 20 ans. On a trouvé plus de 2 millions d'objets et plus de 80 tombes. Mais on n'avait jamais vu de vestiges humains avec autant de traces de trauma. Vous verrez mieux comme ça. Il y a des entailles. 1, 2... Au début, j'ai pensé à un meurtre. Avait-elle été assassinée? C'est difficile de reconstituer les événements 4 siècles plus tard. Jane était-elle morte avant d'avoir été frappée très fort à la tête? Ou a-t-elle été tuée par ce coup sur la tête? Dans la seconde hypothèse, il s'agit d'un meurtre. Dans la première, c'est autre chose. On a eu du mal à interpréter ces vestiges. Les ossements de Jane racontaient différentes choses. D'un côté, il y avait cette lésion importante. Si elle était apparue au moment de la mort, il pouvait s'agir d'un homicide. Mais Jane était apparemment en mauvaise santé et elle a très bien pu mourir de faim. Je parie qu'il y a d'autres micro-entailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il doit y en avoir une vingtaine. Des entailles très fines, juste là. Les entailles qui apparaissent sur l'os maxillaire ne sont pas la seule bizarrerie. Les archéologues découvrent un autre os. Il s'agit d'un tibia très fin ayant appartenu à une personne menue. Quand on a examiné le tibia, tout est devenu très clair, en tout cas pour moi. Le tibia et le crâne appartiennent-ils à la même personne? Pour le savoir, les archéologues doivent faire appel à un laboratoire extérieur. Peu après, ils mettent au jour un demi-crâne humain. Le crâne porte des marques très inhabituelles. On en a vu quelques-unes in situ. Mais il a fallu enlever toute la terre pour voir qu'il s'agissait de grands coups de couteau. On dirait qu'un grizzly a enfoncé ses griffes dans cette tête et quelqu'un a fracassé d'un grand coup l'arrière du crâne. Pourquoi y a-t-il des marques devant et derrière? Le crâne de Jane présentait des entailles à l'avant et la trace d'un coup violent porté à l'arrière. Je voulais l'examiner attentivement pour voir si tout cela indiquait une mort violente ou un meurtre. On trouvait de plus en plus de marques qui nous orientaient vers quelque chose de bien plus étrange qu'un meurtre. Franchement, j'étais sans voix. On n'en revenait pas. Ces marques semblaient indiquer un acte de cannibalisme. Depuis 4 siècles, des histoires circulent sur les cannibales de Jamestown. Ces récits terribles seraient donc vrais? Cela fait 20 ans que j'étudie les documents historiques sur les premières années de Jamestown. Je n'ai jamais cru à ces histoires. Je pensais qu'il s'agissait d'exagérations.
Beaucoup d'historiens pensaient comme moi. Soudain, les horreurs rapportées par George Percy deviennent crédibles. La famine se reflétait dans les visages pâles et effrayants. Plus rien n'était épargné pour se maintenir en vie, et l'on fit des choses incroyables comme de déterrer les morts pour les manger. Nous pensons que c'est ce qui est arrivé à Jane. Ça a dû être atroce. Quand la mort est arrivée, elle a dû l'accueillir comme un soulagement. On ignore de quoi Jane est morte, mais sa mort ne marque pas la fin de son histoire à Jamestown. William Kelso sollicite l'aide du prestigieux Muséum d'histoire naturelle de Washington. Les os vont nous révéler l'histoire. Douglas Owsley est un grand spécialiste d'anthropologie médico-légale. Je collabore avec les forces de l'ordre pour identifier des ossements humains. J'ai travaillé sur l'affaire des Davidiens de Waco. J'ai participé à l'identification des victimes de l'attaque du 11 septembre contre le Pentagone. J'ai aussi identifié la première victime du tueur en série cannibale, Jeffrey Dahmer. Au fil des ans, j'ai examiné une centaine de squelettes complets ou partiels provenant de l'île de Jamestown. Aucun d'eux ne portait des marques comparables à celles de Jane. Jane est unique. À l'examen des clichés, Douglas Owsley peut tirer une première conclusion. Quand on examine les dents, on voit la première molaire. En général, elle apparaît à l'âge de 6 ans. Et la seconde molaire, en général, elle apparaît à l'âge de 12 ans. Mais la troisième molaire n'est pas visible. Elle est encore dans la cavité dentaire. Cela indique qu'il s'agit d'une adolescente d'environ 14 ans. Douglas Owsley examine tous les ossements ayant pu appartenir à Jane. L'équipe de William Kelso a apporté un carton rempli d'ossements soigneusement emballés. On a environ 3/4 du crâne, plus la mâchoire inférieure et une partie des os de la jambe. Ce qui frappe de prime abord quand on examine les vestiges de Jane, ce sont les nombreuses entailles et incisions. Qu'est-il arrivé exactement à Jane ? Peu à peu, ces ossements nous livrent sa triste histoire. Le crâne est particulièrement révélateur. Douglas Owsley et Carrie Bruvelheide, sa collaboratrice, nous résument leur découverte. La première chose qui m'a frappé, c'est l'os frontal avec ses 4 stries. Elles sont très rapprochées et de même longueur. Elles sont très révélatrices. Elles sont bien parallèles, ce qui indique que la victime ne bougeait pas quand les coups ont été portés. C'est comme dans un dossier médico-légal. Si la personne avait été vivante, elle se serait probablement débattue. Donc le fait que ces stries sont bien alignées sur l'os frontal nous révèle que la personne était déjà morte à ce moment-là. Ce n'était pas un meurtre. Toutes les entailles, toutes les atteintes sont postérieures à la mort de cette jeune femme. Quand on regarde l'arrière du crâne, on voit la violence des coups portés. S'ils n'ont pas ouvert le crâne ici, c'est sans doute pour une raison sentimentale, pourrait-on dire, parce qu'ils ne voulaient pas voir le visage de la morte. Si on doit découper quelqu'un pour le manger,
On préférera le retourner pour ne pas voir son visage et se concentrer sur l'objectif. Si Carrie Bruvelheide a raison, cela signifie que le boucher de Jamestown avait trop de scrupules pour regarder Jane en face. Les coups sont portés de haut en bas. Il y a 4 coups de couteau nets portés sur l'arrière du crâne. Les entailles font environ 2 mm d'épaisseur. Il y a un premier coup, un deuxième, un troisième, et le 4e, ici, fait une entaille plus profonde. C'est une besogne sordide et ardue. C'est un autre coup qui a permis d'achever la fracture, d'après moi. Ça a fendu le crâne en deux. Ça l'a ouvert le long de cette ligne. On a sans doute fait cela pour retirer la cervelle. La cervelle est très nourrissante. Elle contient beaucoup de graisse. Il n'était pas inhabituel de manger de la cervelle d'animaux au XVIIe siècle. Telle est l'effroyable vérité. Pour survivre, les colons de Jamestown n'ont pas eu d'autre choix que de pratiquer l'anthropophagie. C'est un exemple de ce qu'on nomme l'anthropophagie par nécessité. Jane a été mangée pour que d'autres puissent vivre. Dans leur désespoir, les colons ont été poussés à la dernière extrémité. Douglas Owsley poursuit son examen. Que peuvent nous révéler ces os sur les bouchers de Jane ? Les technologies modernes nous fournissent quelques indications. Avec l'aide de Scott Whittaker, on s'est demandé quelle était la meilleure technique pour étudier ces entailles. Et on a opté pour le grossissement au microscope binoculaire et pour la microscopie électronique à balayage. Quel est le grossissement? C'est grossi combien de fois? 16 fois. 16 fois la taille réelle. C'est une drôle de manière de procéder. Au lieu de trancher l'os d'un coup violent, on l'a scié. On voit bien ce mouvement de va-et-vient de la lame au microscope électronique à balayage. Cette forme de dissection très inhabituelle dénote un manque d'expérience. C'est étrange, ces mouvements de scie sur la mâchoire inférieure. La lame va et vient, puis sort de sa trace, et ensuite ça se croise. Ça part dans tous les sens. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un qui connaît le travail de boucher, ni même de cuisinier. Il essaie de retirer la peau, les tissus sous-jacents et les muscles, comme le fait un boucher qui découpe un animal. Mais il n'est pas très habile. Conclusion, cet individu ne savait pas manier le couteau. Il ne faut pas oublier que c'est une personne qu'ils essaient de découper. Les coups de couteau manquent d'assurance. Ils connaissaient cette jeune fille. Nous connaissons désormais le sort réservé à la dépouille de Jane et nous savons que ceux qui l'ont découpée n'ont pas eu la tâche facile. Ces colons étaient-ils des monstres? Non, je pense qu'il s'agissait de gens ordinaires qui voulaient juste vivre. Ils mouraient de faim. C'étaient des gens comme vous et moi. Pour connaître l'origine géographique de Jane, les chercheurs extraient une dent de sa mâchoire. L'examen médico-légal nous a appris qu'il s'agissait d'une jeune fille de 14 ans, qui était sans doute originaire de la côte sud de l'Angleterre, d'après l'analyse isotopique des dents. Cette analyse nous révèle que son régime alimentaire était à base de blé et d'orge, qui sont des céréales européennes, et non de maïs, qui est américain. L'analyse isotopique des dents confirme que Jane n'a vécu que quelques mois à Jamestown. Elle y est morte en 1609, l'année même de son arrivée.
On n'accordait aucun crédit à ces histoires. Aujourd'hui, on sait que c'est vrai. On a des preuves matérielles qu'il y a bien eu des actes d'anthropophagie à Jamestown durant la famine. Une faim insupportable a poussé les colons à commettre un acte contre nature, manger de la chair humaine. Jane est le seul cas avéré de cannibalisme dans une colonie européenne en Amérique. 4 siècles plus tard, on a retrouvé les ossements de Jane. Et les marques sur son crâne en sont la preuve. On sait maintenant beaucoup de choses sur Jane. Mais à quoi ressemblait-elle? Stephen Roos travaille dans la section d'anthropologie médico-légale du Muséum national d'histoire naturelle. Douglas Owsley a fait appel à moi sur ce dossier parce que j'ai beaucoup d'expérience dans la modélisation tridimensionnelle et la reconstruction médicale. Notre métier, c'est de reconstituer l'histoire d'une personne de façon scientifique. Nous voulions donner un visage à cette jeune fille. Nous voulions savoir à quoi elle ressemblait pour transmettre au public ce que l'examen des os avait révélé. Pour cela, il nous fallait le crâne complet. Nous avions besoin de reconstituer tout le crâne pour pouvoir reconstruire le visage. Le côté droit était assez complet, mais nous voulions voir aussi le côté gauche. C'est une étape incontournable de la reconstruction faciale. On veut faire une image miroir de cela. Autrement dit, on veut créer, sur ordinateur, une image en miroir de cette partie pour obtenir un visage humain. En l'occurrence, le visage de Jane. Pour pouvoir raconter la fin de l'histoire, il faut qu'on fasse la connaissance de Jane. On veut savoir à quoi elle ressemblait. Maintenant qu'on a un crâne complet, on peut réaliser une sculpture médico-légale. Ivan Schwartz est sculpteur. Il s'est fait une spécialité de la reconstitution de personnages historiques. Son équipe va donner un visage à Jane. On a reçu ce crâne reconstitué sur ordinateur. L'original était en petits morceaux. C'était le crâne de la jeune fille morte il y a 400 ans. Les spécialistes sont capables de reconstituer les grands traits d'un visage d'après la forme des os crâniens. L'équipe d'Ivan Schwartz réalise une sculpture en glaise. On a eu 2 exemplaires du crâne. L'un nous a servi de modèle de référence et l'autre de base de travail. Des repères indiquaient la profondeur des tissus. Pour obtenir un résultat réaliste, les sculpteurs ont respecté la profondeur des tissus indiqués. Ils ont travaillé de l'intérieur vers l'extérieur, de l'os vers la peau, en modelant les muscles et les tissus. La touche de peinture qui donne vie au modèle est l'ultime étape. Nous pouvons désormais regarder Jane dans les yeux, 4 siècles après sa mort. À quoi ressemblaient les gens il y a 400 ans? Cette reconstitution nous en donne une idée. C'est un autre regard sur les colons qui ont vécu à Jamestown en 1609. Jane vit toujours. Elle figure en bonne place dans la collection du musée de Jamestown. Il a fallu des années de travail et la collaboration de spécialistes réputés pour reconstituer sa biographie et son visage. Aujourd'hui, les visiteurs du musée peuvent la voir et écouter son incroyable histoire. L'archéologie a donné à Jane une voix qu'elle n'a pas eue. Les hommes qui ont découpé Jane pour la manger ont jeté ses restes à la poubelle. N'avaient-ils plus la force de lui donner une sépulture? Leur acte de cannibalisme leur a-t-il permis de survivre? Nous ne le saurons jamais. Jane est exceptionnelle. Il y a très peu de chances de tomber sur les vestiges d'une personne victime d'un acte de cannibalisme. C'est ce qui rend cette découverte tout à fait remarquable.
Les analyses qu'on a pu faire nous ont permis d'en savoir plus sur elle que sur toute autre femme de cette époque. Cela fait d'elle une représentante de toutes ces jeunes femmes courageuses qui ont embarqué pour la Virginie au tout début de la colonisation de l'Amérique. Jane ne pouvait pas imaginer quel serait son sort dans le Nouveau Monde. On a trouvé des preuves matérielles de cannibalisme. C'est une découverte incroyable. C'est le seul site archéologique où on a des vestiges humains attestant d'un acte de cannibalisme dans toutes les Amériques, pour toute l'époque coloniale, du XVIe au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on connaît bien l'histoire de Jane. Mais quels ont été les derniers mois de sa vie? Elle était presque encore enfant quand elle a affronté les tourmentes des débuts de la colonisation de l'Amérique. Les maladies, la violence, la faim et finalement, la mort. Si les Européens ont pu s'établir en Amérique, c'est grâce à des individus comme Jane, qui n'ont pas eu peur d'abandonner famille et patrie pour tenter l'aventure de l'autre côté de l'Atlantique. L'histoire de Jane ne cadre pas avec l'idée que se font la plupart des Américains des débuts de leur pays. Ils savent que le premier hiver a été difficile, mais pensent que les colons l'ont surmonté en partageant la nourriture des Indiens et qu'ensuite, tout le monde a vécu en harmonie. La vérité est bien plus cruelle et tragique. Mais c'est aussi une leçon d'endurance et de force d'âme. Voilà la véritable histoire de Jamestown et des débuts de l'Amérique, selon moi. Jane était une petite bonne du sud de l'Angleterre. Elle était âgée de 14 ans seulement. Elle affronta les tempêtes de l'océan Atlantique et atteignit l'Amérique à bout de force. Ce n'était qu'un visage parmi tant d'autres, mais le Nouveau Monde s'étalait à ses pieds, même s'il lui restait peu de temps à vivre.